Pour saisir la magnitude sismique de la rupture qui allait suivre, il est impératif de ne pas seulement revenir en arrière, mais de plonger dans les fondations même de la mythologie du rock français. Eddie Mitchell et Johnny Hallyday n'étaient pas de simples amis. Ils étaient des frères d'armes, les deux piliers sur lesquels une génération entière avait construit son panthéon musical. Depuis les années 60, ces deux monstres sacrés avaient tout partagé, les studios enfumés, les scènes triomphales, les échecs cuisants, les nuits blanches, et cette vie vécue à 100 à l'heure, une existence que seuls eux-mêmes pouvaient comprendre. Dans l'univers impitoyable du showbiz, leur lien était une anomalie, une complicité indéfectible forgée dans l'acier des galères et le champagne des succès. Ils avaient traversé les décennies, se regardant vieillir, devenant les icônes que l'on sait, mais restant entre Jojo et Schmoll. Quand l'aventure des vieilles canailles a démarré avec leur autre frère de route, Jacques Dutronc, ce n'était pas un simple coup marketing. C'était une célébration, le barou d'honneur de trois mousquetaires qui avaient conquis la France. Le public ne s'y trompait pas. Voir ces trois légendes se chamailler sur scène, comme des gamins, se lancer des piques avec une tendresse bourrue, c'était assister à une amitié à l'épreuve du temps. Ce trio était devenu mythique, leur concert affichant complet en quelques heures à peine. Mais le lien dépassait la scène. Eddie était le parrain de Laura Smet. Dans la tradition française, c'est pas un titre honorifique. C'est un engagement moral, un serment de veiller sur l'enfant comme un second père. Cet honneur, choisi par Johnny lui-même, en disait long sur la profondeur de leur fraternité. Laetitia, entrée dans la vie de l'idole en 1986, avait hérité de cette famille choisie. Eddie et son épouse Françoise faisaient partie du cercle intime, celui des vrais, des inamovibles. Lorsque Johnny s'est éteint le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, Eddie était là, présent, solide comme un roc. Il a traversé ces heures insoutenables avec la famille, un pilier silencieux dans la tempête. Lors de l'hommage national, devant des centaines de milliers de personnes figées de douleur sur les champs, Élysée et des millions devant leurs écrans, Eddie se tenait aux côtés de Laetitia, de Jade et de Joy. Son visage grave, pétri de chagrin, était le symbole de la France qui pleurait son idole. Il était l'ami, le frère, le parrain. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer que ce roc allait se fissurer et que cette image d'unité serait la dernière. Le deuil national est encore palpable, l'odeur des fleurs sur la place de la Madeleine à peine dissipée quand tout bascule. L'unité sacrée affichée lors des funérailles se fracture avec une violence inouïe. Dans les semaines qui suivent l'enterrement, l'héritage de Johnny Hallyday ne devient pas seulement un sujet, il devient un champ de bataille public, un feuilleton sordide qui va dévorer la France. La déflagration provient d'un document rédigé en Californie, un testament qui, en quelques lignes, raye d'un trait des décennies d'histoire familiale. Laetitia découvre, ou plutôt est confirmée, que la totalité du patrimoine et des droits moraux de l'artiste est léguée à elle-même et à leurs deux filles, Jade et Joy. Pour David Hallyday et Laura Smet, les enfants nés des unions précédentes du taulier, il n'y a rien. Zéro. Une exhérédation totale. En France, pays du droit du sang et de la réserve héréditaire, ce principe qui protège les descendants directs, la nouvelle est une bombe atomique. Le choc est total. Comment Johnny, l'idole du peuple, a-t-il pu déshériter ses propres enfants? Les médias s'emparent de l'affaire avec une frénésie qui dépasse tout ce qu'on avait connu. David et Laura, dévastés, contestent immédiatement ce qu'ils considèrent comme une trahison, une injustice impardonnable. Et c'est précisément à cet instant, alors que le pays se divise en deux camps, les pro-Laetitia et les pro-David, divisés par Laura, qu'Eddie Mitchell fait un choix qui va sceller le destin de sa relation avec la veuve. Le parrain de Laura, le frère de Johnny, ne peut rester silencieux. Il prend position publiquement, sans ambiguïté, pour David et Laura. Pour lui, cette situation est une erreur monumentale, une aberration morale. Dans son esprit, Johnny n'aurait jamais voulu ça. Cette simple phrase est une déclaration de guerre. Les avocats entrent en scène, transformant le deuil en une bataille juridique transatlantique entre la France et les États-Unis. Chaque camp campe sur ses positions, mais pour Laetitia, c'est un second effondrement. Elle n'a pas seulement perdu son mari, elle voit ceux qu'elle considérait comme sa famille de cœur lui tourner le dos, un par un. Eddie Mitchell s'éloigne, les coups de fil cessent, les invitations disparaissent, Nathalie Baye, mère de Laura, et autres figures historiques du clan, fait de même.
Le cercle rapproché se fissure, puis explose. Laetitia se retrouve isolée, assiégée, dépeinte comme la veuve noire, accusée d'avoir manipulé un homme affaibli dans ses derniers moments. Pour elle, c'est un cauchemar sans fin, et ce n'était que le début. Le silence qui s'installe entre Laetitia et Eddie n'est pas un silence apaisant, c'est un silence lourd, pesant, un abîme rempli de non-dits, de rancœurs accumulées et de souvenirs trahis. Pendant des années, la guerre se mène par avocats et par communiqués de presse interposés. La France observe, commente, juge, mais les deux protagonistes ne s'adressent plus la parole. La hache de guerre est plantée si profondément qu'elle semble avoir brisé la terre sous leurs pieds. Puis, en octobre 2023, alors que l'opinion publique pense avoir tout vu, Eddie Mitchell décide que le silence a assez duré. Il choisit de briser l'omerta et il ne le fait pas à moitié. Dans une interview sans concession accordée aux Parisiens, le rocker de 81 ans, d'ordinaire si pudique et discret sur sa vie privée, sort l'artillerie lourde. Ce n'est plus une interview, c'est un règlement de compte. Le ton est direct, sans filtre, presque brutal. Il parle ouvertement de Laetitia, du conflit, et il vide son sac avec une franchise décapante. Il explique que, pour lui, la situation était moralement inacceptable dès le premier jour. Comment Johnny, son ami de toujours, avait-il pu déshériter ses propres enfants? C'était une énigme, une trahison de tout ce qu'ils avaient représenté. Mais c'est quand il évoque Laetitia que ses mots deviennent des lames. Il ne mâche rien. Il la décrit comme une personne manquant cruellement d'empathie, non pas envers le monde, mais envers David et Laura. Il lui reproche de n'avoir jamais compris ou voulu comprendre la douleur insondable de ces deux enfants qui venaient de perdre leur père et qui, en plus, se voyaient symboliquement effacés de son histoire. Pour Eddie, le parrain, le geste était simple. Laetitia aurait dû faire preuve de compassion, chercher un compromis, tendre la main, reconnaître leur place. Au lieu de cela, elle s'est enfermée dans une position rigide, protégeant farouchement l'héritage de Jade et Joy, comme une louve défendant sa tanière, mais ignorant le reste de la meute. Le ton de l'interview choque le public. Chacun reste sur ses positions, lâcheté-il, une phrase qui sonne comme une épitaphe sur leur amitié. La guerre froide médiatique est officiellement déclarée. Les fans de Johnny, déjà divisés, sont de nouveau sommés de choisir leur camp. Certains comprennent la colère viscérale d'Eddie, y voyant la loyauté d'un homme d'honneur. D'autres défendent Laetitia, arguant qu'elle ne fait que respecter les volontés sacrées de son défunt mari. Les plateaux télé s'enflammant, les chroniqueurs débattent pendant des heures. Eddie Mitchell, lui, assume tout. Il dit ce qu'il pense, sans calculer les conséquences. C'est une question de principe, de justice, de loyauté envers les enfants de son ami disparu. Mais ces mots publics font des ravages. Laetitia, à des milliers de kilomètres, les encaisse une fois de plus sous le regard implacable du public. Mais Laetitia Hallyday n'est pas du genre à rester silencieuse indéfiniment, à endurer passivement le rôle de la méchante que l'on a dessiné pour elle. Pendant des années, elle a encaissé les critiques acerbes, les jugements moraux, les attaques incessantes. Elle a vu son nom traîner dans la boue, ses intentions les plus intimes remises en question, et sa propre douleur de veuve minimisée, voire niée. Mais les déclarations directes d'Eddie Mitchell, cet homme qu'elle considérait comme un oncle pour ses filles, ont touché un point sensible, un point de rupture. Alors elle décide de répondre. Pas dans la colère immédiate, pas par une contre-attaque impulsive, mais avec cette dignité blessée qui est devenue sa marque de fabrique. Dans ses propres interviews, elle se confie enfin sur ce qu'elle a ressenti au moment où Eddie et d'autres si proches ont pris leur distance. « J'ai trouvé ça dur », avoue-t-elle. Ces mots simples, presque pudiques, cachent une réalité d'une violence psychologique inouïe. Imaginez, vous perdez l'amour de votre vie dans des circonstances déchirantes, et au lieu de faire bloc, ceux qui étaient à vos côtés la veille, ceux qui partageaient vos repas de famille, qui avaient juré une amitié éternelle, disparaissent, un par un. Laetitia utilise alors une arme rhétorique dévastatrice. Elle qualifie Eddie Mitchell de sans empathie. C'est le même reproche exact qu'il lui avait fait, retourner à l'envoyeur tel un boomerang empoisonné. Pour elle, Eddie, dans sa posture de juge moral, n'a jamais cherché à comprendre sa position.
Il n'a jamais tenté de voir les choses de son point de vue, celui d'une femme qui, selon elle, n'a fait que respecter les dernières volontés de son mari. Elle martèle ce point, ce testament n'était pas son idée, mais celle de Johnny. Elle, qui a vécu avec lui pendant plus de 20 ans, assure qu'elle connaissait ses souhaits mieux que quiconque. Johnny, dans cette version, voulait protéger Jade et Joy, ses deux plus jeunes filles, de la même manière qu'il avait protégé les autres auparavant. C'était sa décision, pas la sienne, mais personne ne voulait l'entendre. Pour Laetitia, le plus difficile n'était pas la bataille juridique, ni même la haine des médias. C'était cette solitude, cet abandon. Se retrouver seule face à un monde qui la pointait du doigt et voir des amis de 30 ans la traiter comme une étrangère. Eddie Mitchell, le parrain de Laura, celui qui avait chanté aux anniversaires de ses filles, était devenu un adversaire. Cette trahison-là, intime et familiale, Laetitia ne l'a jamais digérée. Et elle le dit clairement, même après des années de silence radio et de guerre froide, les tensions continuent de refaire surface, prouvant que cette histoire est une plaie béante qui refuse de se cicatriser. En 2024, un nouveau projet vient jeter de l'huile sur les braises à peine refroidies. Une mini-série ambitieuse sur la vie tumultueuse de Johnny Hallyday est en préparation. L'objectif est de retracer la carrière et l'existence complexe du taulier. Naturellement, les producteurs cherchent l'authenticité. Ils contactent tous les proches, les figures clés, pour obtenir des témoignages et des anecdotes de première main. Et c'est là que le drame trouve un nouvel acte, une tragicomédie dont la situation révèle toute l'absurdité. Eddie Mitchell, dans une nouvelle sortie médiatique, balance ce qu'il présente comme une révélation explosive. Elle a même refusé de participer, lâcheté-il en parlant de Laetitia. Le ton est accusateur, comme si ce refus était la preuve ultime de son manque de respect pour la mémoire de l'artiste. Mais ce qu'Eddie ne précise pas immédiatement, c'est que lui aussi a décliné l'invitation. L'ironie de la situation est frappante. Laetitia et Eddie, les deux ennemis jurés, ne se parlent plus, ne peuvent plus se voir, mais ils ont, pour une fois, pris la même décision. Refuser de participer à cette hagiographie télévisuelle. Chacun, à sa manière, se pose en gardien du temple. Pour Laetitia, cette mini-série risquait de déformer la vérité, de romancer des aspects intimes de leur vie. Elle ne voulait pas que des scénaristes qui ne l'avaient jamais connue réécrivent son histoire. Pour Eddie, les raisons sont sans doute similaires. Personne ne peut raconter son Jojo mieux que ceux qui l'ont vraiment vécu, mais même cette décision commune ne les rapproche pas. Au contraire, elle devient une arme supplémentaire dans leur rhétorique. Eddie insinue que le refus de Laetitia prouve son illégitimité à gérer l'héritage moral. Le camp de Laetitia, lui, peut voir dans le refus d'Eddie une hypocrisie, critiquant un projet qu'il refuse lui-même de soutenir. Le dialogue reste impossible. Les positions sont figées, et pendant ce temps, les révélations continuent de tomber au compte-gouttes dans une presse qui adore ce feuilleton sans fin. À plus de 80 ans, Eddie Mitchell maintient sa position avec une fermeté de roc. Il ne lâchera rien. Pour lui, c'est une question d'honneur, de loyauté envers David et Laura. Laetitia, elle, continue d'avancer, de reconstruire sa vie à Los Angeles avec ses filles. Mais le poids de ce conflit ne disparaît jamais complètement. Au-delà des personnes impliquées, c'est l'héritage culturel et musical de Johnny Hallyday lui-même qui souffre le plus de cette guerre sans fin. Le taulier, l'homme qui a fait vibrer la France pendant plus de 50 ans, celui dont les concerts rassemblaient des générations entières dans une communion quasi religieuse, méritait-il vraiment que sa mémoire soit indéfiniment associée à ces conflits familiaux ? Les fans, le socle de sa carrière, sont déchirés. Certains ont pris le parti de Laetitia, admirant sa force et sa détermination à protéger ses filles. Ils voient en elle une veuve courageuse, respectant les volontés de son mari malgré la pression. D'autres soutiennent ardemment Eddie Mitchell, comprenant son indignation face à ce qu'ils perçoivent comme une injustice fondamentale envers David et Laura. Les réseaux sociaux sont devenus le champ de bataille de cette division, où chaque commentaire amplifie la fracture. L'œuvre de Johnny est éclipsée. Au lieu de célébrer sa musique, son talent unique, son impact culturel, on parle constamment de l'héritage financier, des batailles juridiques, des trahisons. La situation est dans une impasse totale. Aucun signe de réconciliation n'est à l'horizon. Les avocats ont, après des années de procédure, réglé les aspects légaux. L'argent était partagé, les accords signés, mais les blessures émotionnelles, elles, ne guérissent pas avec des signatures. Le temps passe, et avec lui, s'éloigne l'espoir d'une résolution apaisée.
Johnny aurait-il voulu ce chaos? Que ses amis les plus proches deviennent des ennemis jurés? Nous voilà aujourd'hui avec deux personnes qui ont aimé Johnny plus que tout, mais qui sont désormais incapables de se regarder en face. Eddie, la légende du rock, et Laetitia, la femme des 20 dernières années, séparées par un gouffre impossible à combler. Le paradoxe est là, ils pleurent le même homme, mais ils ne peuvent plus prononcer le nom de l'autre sans que la douleur ou la colère ne ressurgissent. L'héritage émotionnel est bien plus difficile à gérer que l'héritage financier. À 50 ans, Laetitia continue sa vie à Los Angeles, construisant un futur pour ses filles. À plus de 80 ans, Eddie reste campé sur ses principes à Paris. Deux mondes parallèles qui ne se croiseront jamais plus, laissant Johnny au centre d'une tempête qu'il a peu, être involontairement déclenchée, mais qui continue de faire rage bien après son départ